Mathéo Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, le disciple de Paul Bourget. C'est cette chaleur qui vous aura incommodé, répondit la vieille demoiselle. Et monsieur Gresloup demanda l'enfant lorsque sa sœur se fut installée et qu'il eut lui-même pris place à l'arrière. Je reviendrai à pied, répondis-je. La charrette anglaise détala lestement, malgré sa quadruple charge, dans un adieu de Lucien qui me salua d'un geste. Je pouvais voir le chapeau de mademoiselle de Jussat immobile, à côté de l'épaule du cocher, qui donna du pull-up à son cheval. Puis la voiture disparut, et je me retrouvai m'acheminant seul sur cette route, par ce même ciel bleu, et entre ces mêmes arbres couverts d'un semis d'une impalpable verdure. Mais une angoisse extraordinaire avait remplacé en moi l'allégresse et les ardeurs heureuses du commencement de la promenade. Cette fois le sort en était jeté. J'avais livré la bataille, je l'avais perdue. J'allais être chassé du château ignoblement. C'était moins cette perspective qui me bouleversait qu'un mélange singulier de regrets, de honte et de désir. Voilà donc où m'avait mené ma savante psychologie, le résultat de ce siège en règle entrepris contre le cœur de cette jeune fille. Pas un mot de sa part en réponse à la plus passionnée déclaration. Et moi, là, sur le moment d'agir, qu'avais-je trouvé que des phrases de roman à lui réciter ? Et un simple geste d'elle, cette fuite loin de moi, les mains en avant, m'avait immobilisé à ma place. Sans doute, il entrait dans ma passion pour elle, à ce moment de nos relations, bien de l'orgueil et de la sensualité, car le mouvement d'idolâtrie qui m'avait fait lui parler avec une éloquence sincère se transforma en une rage de ne pas l'avoir jetée à terre et violentée là, au pied de cet arbre, contre lequel je la voyais toujours s'appuyant. Et moi, à 4 pas à peine, je n'avais su que lui demander pardon. J'aperçus en pensée le visage du comte André. Je vis dans un éclair l'expression de mépris que prendrait ce visage quand on lui parlerait de cette scène. Enfin, je n'étais plus ni le psychologue subtil, ni le jeune homme troublé. J'étais un amour-propre, humilié jusqu'au sang, lorsque je me trouvais devant la grille du château. En reconnaissant le lac, la ligne connue des montagnes, la face de la maison, cet orgueil céda la place à une appréhension affreuse de ce que j'allais avoir à subir. Et le projet traversa ma tête de m'enfuir, de retourner tout droit à Clermont plutôt que d'essuyer de nouveau le dédain de mademoiselle de Jussat, l'affront qu'allait m'infliger le frère. C'était trop tard. Le marquis lui-même s'avançait vers moi, dans l'allée principale, accompagné de Lucien qui m'appela. Ce cri de l'enfant avait l'habituelle intonation de familiarité et l'accueil du père acheva de me prouver que j'avais eu tort de me croire perdu si vite. « Ils vous ont abandonné, me dit-il, et ils n'ont même pas eu l'idée de vous renvoyer la voiture. Vous avez dû marcher d'un pas. » Il consulta sa montre. « J'ai peur que Charlotte n'ait pris froid, » ajouta-t-il. Elle a dû se coucher aussitôt arrivée. Ces soleils du printemps sont si traîtres. Ainsi, mademoiselle de Jussat n'avait rien dit encore. Elle souffre ce soir. Ce sera pour demain, pensai-je. Et je commençai aussitôt, seul, à préparer l'emballage de mes papiers. Je tenais à eux en ce temps-là avec une si naïve confiance dans mon talent de philosophe. Le lendemain arriva. Rien encore. Je me retrouvai avec Charlotte à la table du déjeuner. Elle était pâle, comme quelqu'un qui a traversé une crise de violente douleur. Je vis que le son de ma voix lui infligeait un léger tressaillement. Puis ce fut tout. Dieu, quelle étrange semaine je passais ainsi, m'attendant chaque matin à ce qu'elle eût parlé, crucifié par cette attente et incapable de prendre les devants moi-même et de quitter le château.
Ce n'était pas seulement faute d'un prétexte. Une brûlante curiosité me retenait là. J'avais voulu vivre autant que penser. Eh bien, je vivais. Et avec quelle fièvre! Enfin, le 8e jour, le marquis me fit demander de venir dans son cabinet. Cette fois, me dis-je, l'heure a sonné. J'aime mieux cela. Je m'attendais à un visage terrible, à des mots injurieux. Je trouvais au contraire l'hypocondriaque souriant, l'œil vif, l'air rajeuni. « Ma fille ?» me dit-il, continue d'être souffrante. Rien de bien grave, mais de bizarres accidents nerveux. Elle veut absolument consulter à Paris. Vous savez, elle a déjà été très malade et guérie par un médecin en qui elle a confiance. Je ne serais pas fâché de le consulter aussi pour moi-même. Je pars avec elle après-demain. Il est possible que nous fassions ensuite un petit voyage pour la distraire. Je tenais à vous donner quelques recommandations particulières au sujet de Lucien. Pour le temps de mon absence, quoique je sois content de vous, mon cher monsieur Gresloup, très très content, je l'écrivais à Limacé hier. C'est un bonheur pour moi que de vous avoir rencontré. Vous jugerez, mon cher maître, par tout ce que je vous ai montré de mon caractère, que ces compliments devaient me flatter comme un témoignage de la perfection avec laquelle j'avais joué mon rôle et me rassurer sur mes craintes des derniers jours. Il n'en fut rien. J'aperçus ce fait bien net et positif. Charlotte n'avait pas voulu raconter la tentative de déclaration que j'avais faite auprès d'elle, et je me demandais aussitôt pourquoi. Au lieu d'interpréter ce silence dans un sens qui me fut favorable, j'entrevis soudain cette idée qu'elle s'était tue parce qu'elle n'avait pas voulu m'ôter mon gagne-pain par pitié, mais non pas cette pitié amoureuse que j'avais voulu provoquer. Je n'eus pas plus tôt imaginé cette explication qu'elle devint pour moi évidente et en même temps insupportable. Non, me dis-je, cela ne sera pas. Je n'accepterai pas l'aumône de cette outrageante indulgence. Quand mademoiselle de Jussat reviendra, elle ne me trouvera plus ici. Elle me montre ce que j'aurais dû faire, ce que je ferai. J'ai voulu l'intéresser, je n'ai même pas attiré sa colère. Laissons-lui du moins un autre souvenir que celui d'un cuistre qui garde sa place malgré les pires affronts. J'étais tellement désarçonné de mes projets, cette espérance de séduction qui m'avait soutenu tout l'hiver était si morte, que je rédigeai dans la nuit qui suivit cet entretien une lettre pour celle dont j'avais rêvé de me faire aimer, où je lui demandais de nouveau pardon. Je comprenais, lui disais-je, combien tout rapport était devenu impossible entre nous, et j'ajoutais qu'à son retour, elle n'aurait plus à supporter l'odieux de ma présence. Le lendemain, et à travers le remue-ménage du départ, j'épiais un moment où, sa mère l'ayant appelée, je pusse entrer dans sa chambre. Je m'y précipitais pour y déposer ma lettre sur son bureau. Là, entre les livres préparés pour mettre dans la malle et quelques menus objets, était son buvard de voyage. Je l'ouvris et j'aperçus une enveloppe sur laquelle étaient ces mots « 12 mai ». C'était la date du jour de cette fatale déclaration. Je pris cette enveloppe et je l'entr'ouvris. Elle contenait des fleurs de muguet desséchées. Et je me souvins de lui en avoir, dans cette dernière promenade, donné en effet quelques brins plus beaux que les autres, et qu'elle avait mis à son corsage. Elle les avait donc conservés. Elle y tenait malgré ce que je lui avais dit, à cause de ce que je lui avais dit, puisque cette date-là, écrite de son écriture, 12 mai, je ne crois pas que j'éprouverai jamais une émotion comparable à celle qui me saisit là devant cette simple enveloppe. Un flot d'orgueil m'inonda soudain tout le cœur. Oui, Charlotte m'avait repoussé. Oui, elle s'enfuyait, mais elle m'aimait. Je tenais une preuve de ses sentiments que je n'aurais jamais osé espérer. Je fermai le buvard, je remontai chez moi en hâte de peur qu'elle ne me surprît sans laisser ma lettre que je détruisis à l'instant même. Ah, il ne s'agissait plus de m'en aller maintenant. Il s'agissait d'attendre qu'elle revînt.
et cette fois j'agirais, je vaincrais. Elle m'aimait. L'expérience de séduction instituée par mon orgueil et ma curiosité avait réussi. Cette évidence, car je ne doutais pas une minute de la preuve ainsi surprise, me rendit le départ de la jeune fille non seulement supportable, mais presque doux. Sa fuite s'expliquait par un effort devant ses propres émotions qui m'attestaient leur profondeur. Et puis, en s'en allant pour quelques semaines, elle me tirait d'un cruel embarras. Comment agir en effet ? Par quelle politique sauvegarder, pousser un excès à ce point inespéré ? J'allais avoir le loisir d'y songer pendant cette absence qui ne pouvait durer bien longtemps, puisque les Jussas ne possédaient d'installation actuelle qu'en Auvergne. Remettant donc à plus tard de combiner un nouveau plan, je m'abandonnais à l'ivresse de l'amour-propre triomphant, tandis que j'assistais à ce départ de Charlotte et de son père. J'avais pris congé d'eux au salon, comme par délicatesse, afin de ne pas gêner les adieux des dernières minutes, et j'étais remonté dans ma chambre. La poignée de main du marquis, très chaude, très cordiale, m'avait prouvé une fois de plus combien j'étais ancré dans la maison, et j'avais deviné derrière la froideur voulue de la jeune fille la palpitation d'un cœur qui ne veut pas se livrer. J'habitais au second étage, une pièce d'angle, avec une fenêtre qui donnait sur le devant du château. Je me plaçais derrière le rideau de manière à bien voir sans être vu la montée de la voiture. C'était une Victoria encombrée de couvertures fourrées et attelée du même cheval paie-cerise qui traînait l'autre jour la charrette anglaise. C'était aussi le même cocher qui se tenait sur le siège, son fouet en main, avec la même immobilité impassible dans sa livrée brune. Le marquis parut, puis Charlotte. Sous le voile et d'en haut, je ne distinguais pas ses traits, à elle, et quand elle releva ce voile pour s'essuyer les paupières, je n'aurais su dire si c'étaient les derniers baisers de sa mère et de son frère qui lui donnaient ce petit accès d'émotion nerveuse, ou le désespoir d'une résolution trop pénible. Mais je la vis bien quand la voiture disparut, avec la grille qui tournait la tête, et comme les siens étaient déjà rentrés, que pouvait-elle regarder ainsi longuement, sinon la fenêtre à l'abri de laquelle je la regardais moi-même ? Puis un massif d'arbres déroba la voiture, qui reparut au bord du lac pour disparaître encore et s'enfoncer sur la route qui traverse le bois de la Prada, cette route où l'attendait un souvenir dont j'étais certain qu'il ferait battre plus vite ce cœur enfin troublé, enfin conquis. Ce sentiment d'orgueil assouvi dura 1 mois entier, sans une minute d'interruption. Et preuve que j'étais encore dans mes rapports avec cette jeune fille tout intellectuelle et psychologique, jamais mon esprit ne fut plus net, plus souple, plus habile au maniement des idées qu'à cette époque. J'écrivis alors mes meilleures pages, un morceau sur le travail de la volonté pendant le sommeil. J'y fis entrer avec un délice de savant que vous comprendrez les détails que j'avais notés depuis ces quelques mois sur les allées et venues, les hauts et les bas de mes résolutions. J'en avais tenu, comme je vous l'ai dit, le journal le plus précis, analysant le soir avant de m'endormir et le matin sitôt réveillé les moindres nuances de mes états d'âme. Oui, ce furent des journées d'une singulière plénitude. J'étais très libre. Mademoiselle Larget et la sœur Anaclet se relevaient pour tenir compagnie à la marquise. Mon élève et moi, nous profitions des belles et douces heures pour nous promener. Sous le prétexte d'enseignement, je lui avais donné le goût des papillons. Armé de la longue canne et du filet de gaze verte, il était sans cesse à courir loin de moi après les aurores aux ailes bordées d'orange, les argus bleus, les moriots bruns, les vulcains bigarrés et les citrons couleur d'or. Il me laissait seul avec ma pensée. Tantôt nous suivions cette route de la Prada, maintenant parée de toutes les verdures du printemps. Tantôt nous remontions du côté de Verneuil, vers cette allée de Saint-Genès-Champanel, aussi gracieusement jolie que son nom. Je m'asseyais sur un bloc de lave, fragment minuscule de l'énorme coulée épanchée du puits de la Vache, et là, sans plus m'occuper de Lucien,
Je m'abandonnais à cette disposition étrange qui m'avait toujours montré dans cette nature sauvage comme un symbole saisissant de mes doctrines, un type de fatalité implacable, un conseil d'indifférence absolue au bien et au mal. Je regardais les feuilles des arbres s'ouvrir au soleil, je me rappelais les lois connues de la respiration végétale et comment par une simple modification de lumière, la vie de la plante peut être changée. De même, l'on devait pouvoir, à son gré, diriger la vie de l'âme si l'on en connaissait exactement les lois. J'avais déjà réussi à créer un commencement de passion dans l'âme d'une jeune fille séparée de moi par des abîmes. Quel procédé nouveau et appliqué avec une rigueur ingénieuse me permettrait d'accroître l'intensité de cette passion? J'oubliais la transparence du ciel, la fraîcheur des bois, la majesté des volcans, le vaste paysage déployé autour de moi pour ne plus voir que des formes d'algèbre morale. J'hésitais entre des solutions diverses pour ce jour prochain où je tiendrais de nouveau mademoiselle de Jussat en face de moi dans la solitude du château. Devais-je, à ce moment du retour, jouer l'indifférence pour la déconcerter, pour la réduire, par l'étonnement d'abord, ensuite par l'amour-propre et la douleur ? Piquerais-je sa jalousie en lui insinuant que l'étrangère de mon soi-disant roman était revenue à Clermont et m'écrivait ? Continuerais-je au contraire la série des déclarations brûlantes, des audaces qui enveloppent, des folies qui grisent ? Je reprenais ces hypothèses successivement, d'autres encore. Je m'y complaisais pour me témoigner à moi-même que je n'étais pas pris, que le philosophe dominait l'amoureux, que mon moi, enfin, ce puissant moi dont je m'étais constitué le prêtre, demeurait supérieur, indépendant et lucide. Je m'en voulais comme d'indignes faiblesses des rêveries qui, à d'autres instants, remplaçaient ces subtils calculs. C'était surtout dans l'intérieur de la maison qu'elles me prenaient, ces rêveries, et devant les portraits de Charlotte, épars sur les murs du salon, sur les tables, dans la chambre de Lucien. Des photographies de toute grandeur la représentaient à 6 ans, à 10 ans, à 15 ans, et j'y pouvais suivre l'histoire de sa beauté depuis la grâce mignonne des premières années jusqu'au charme frêle d'aujourd'hui. Les traits changeaient de l'une à l'autre de ces photographies, jamais le regard. Il restait le même dans les yeux de l'enfant et dans ceux de la jeune fille, avec ce je ne sais quoi de sérieux, de tendre et de fixe, qui révèle la sensibilité trop profonde. Il s'était posé ainsi sur moi, et de m'en souvenir me remuait d'une émotion confuse. Ah, pourquoi ne m'y livrais-je pas entièrement ? Pourquoi ma vanité s'acharnait-elle à ne pas s'y complaire ? Mais pourquoi sur tant de ces portraits, Charlotte se trouvait-elle à côté de son frère André ? Quelle fibre secrète de haine cet homme avait-il, par sa seule existence, touché dans mon cœur, que de voir simplement son image auprès de celle de sa sœur desséchait soudain ma tendresse et ne laissait plus subsister en moi que la volonté. Quelle volonté ? J'osais me la formuler maintenant que je me croyais sûr d'avoir pris ce cœur à mon piège. Oui, je voulais être l'amant de Charlotte. Et après, je me forçais à n'y pas réfléchir, de même que je me forçais à détruire les instinctifs scrupules d'hospitalité violée qui me remuaient. Je ramassais les plus mâles énergies de ma pensée et je m'enfonçais dans l'âme davantage encore mes théories sur le culte du moi. Je sortirais de cette expérience enrichie d'émotions et de souvenirs. Telle était l'issue morale de l'aventure. L'issue matérielle était le retour chez ma mère, une fois mon préceptorat fini. Lorsque les scrupules s'éveillaient trop vivement et qu'une voix intérieure me disait « Et Charlotte, as-tu le droit de la traiter ainsi en simple objet de ton expérience ?»
Je prenais mon Spinoza et j'y lisais le théorème où il est écrit que notre droit a pour limite notre puissance. Je prenais votre théorie des passions et j'y étudiais vos phrases sur le duel des sexes dans l'amour. C'est la loi du monde, raisonnai-je, que toute existence soit une conquête exécutée et maintenue par le plus fort aux dépens du plus faible. Cela est vrai de l'univers moral comme de l'univers physique. Il y a des âmes de proie comme il y a des loups, des chapards et des éperviers. Cette formule me paraissait forte, neuve et juste. Je me l'appliquais et je me répétais « Je suis une âme de proie, une âme de proie », avec un furieux accès de ce que les mystiques appellent l'orgueil de la vie, parmi les verdures nouvelles, sous le ciel bleu, au bord de la claire rivière qui des montagnes descend vers le lac. C'était ma façon à moi de communier avec l'aveugle, la sourde, la malfaisante nature. Cette ivresse de ma fierté victorieuse fut dissipée par un fait inattendu. Le marquis écrivit qu'il rentrait au château, mais seul. Mademoiselle de Jussat, toujours souffrante, restait à Paris, installée chez une sœur de sa mère. Lorsque la marquise nous communiqua cette nouvelle, nous étions à table. J'entrai dans un spasme de colère si violente qu'il m'étonna moi-même, et je dus, sous le prétexte d'un éblouissement subit, quitter le dîner. J'aurais crié, brisé un objet, manifesté par quelque folie le mouvement de rage qui me secouait l'âme. Dans la fièvre de vanité qui m'exaltait depuis le départ de Charlotte, j'avais tout prévu, excepté que cette jeune fille aurait assez de caractère, même amoureuse, pour ne pas rentrer à Ueïda. C'était si simple, le moyen qu'elle avait trouvé d'échapper à son sentiment, si simple, mais si souverain, si définitif. La merveilleuse tactique de ma psychologie devenait aussi vaine que le mécanisme du canon le plus savant contre un ennemi réfugié hors de portée. Que pouvais-je sur elle si elle n'était pas là ? Rien, absolument rien. Et la rejoindre m'était interdit. La vision de mon impuissance surgit si forte, si douloureuse, elle remua si profondément mon système nerveux que je ne dormis ni ne mangeais entre cette lettre et l'arrivée du marquis lui-même. J'allais apprendre si cette résolution excluait toute espérance de contre-ordre, s'il ne restait aucune chance que la jeune fille revînt pour la fin de juillet, pour le mois d'août, pour septembre. Mon engagement durait jusqu'au milieu d'octobre. Mon cœur battait, ma gorge était serrée, tandis que nous nous promenions, Lucien et moi, dans la gare de Clermont, attendant le train de Paris vers les 6 heures. Dans l'excès de mon impatience, j'avais obtenu qu'on nous laissât venir au devant du père. La locomotive entre en gare. Monsieur de Jussat met sa tête fine et ravagée à une portière. Je dis, au risque de lui ouvrir les yeux sur mes sentiments, « Et mademoiselle Charlotte ?» « Mais merci, merci, répondit-il en me serrant la main avec effusion. Le médecin dit qu'elle a un trouble nerveux très profond. Il paraît que la montagne ne lui vaut rien. Et moi qui ne me porte bien que là-haut, vraiment c'est pénible, très pénible. Enfin, de longues cures d'eau froide à Paris, et puis de ragazze peut-être. » C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Le disciple de Paul Bourget. Lecture, Pierre Deveau. Captation et réalisation, Alexis Duménil et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.